Salut à toute la communauté et bienvenue dans cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Dans cette vidéo, nous allons parler et traiter un élément qui est très important et qui n'est pas beaucoup abordé par des plateformes qui offrent des programmes en cybersécurité. On va faire une démonstration pratique. Donc déjà, je vous invite à nous suivre jusqu'au bout et, n'est-ce pas, à nous laisser également aussi votre point de vue dans les commentaires. Généralement, lorsque nous recherchons des programmes en cybersécurité, on tombe dans des programmes où on apprend à faire du ethical hacking. Mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne parle pas beaucoup, c'est le côté que nous appelons ici le côté stratégique ou bien géostratégie. Généralement, lorsque on veut faire de la cybersécurité, on vous apprend à utiliser des outils de pentest qui sont d'ailleurs parfois intéressants, mais qui peuvent souvent nous éloigner d'une certaine réalité. C'est ça que nous allons aborder dans cette vidéo. Mais avant, nous vous invitons, n'est-ce pas, à vous abonner à la chaîne YouTube d'Acadia Cybersec, n'est-ce pas, à visiter tous nos programmes en cybersécurité que nous avons partagés gratuitement ici, mais surtout également aussi à nous suivre pour ceux qui veulent aller loin dans la cybersécurité et la géostratégie, à nous suivre dans notre plateforme, dans notre site web internet. Et là, nous développons beaucoup de programmes sur la cybersécurité et la géostratégie. Bon, comme je l'ai dit tantôt, on peut voir par exemple là les programmes qui sont abordés uniquement dans le niveau prépa au test géostratégique en cybersécurité. Bon, ceci dit, nous allons revenir sur le sujet. Nous devons savoir aujourd'hui que généralement, lorsqu'on veut faire dans la cybersécurité, notamment dans le pentest, il y a des éléments qui sont importants à savoir. C'est la portée du lab ou bien la portée du laboratoire dans lequel vous devez exercer vos tests en cybersécurité. Dans la plupart des programmes, et même certification, généralement on trouve des architectures qui sont souvent des architectures classiques avec vous êtes dans un réseau local et ensuite vous faites des tests et parfois dans des environnements qui ne sont vraiment pas sécurisés. Ici on va prendre un scénario qui est très simple et on va essayer d'analyser ensemble dans la pratique et voir ce que nous avons comme résultat. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la cybersécurité ici, il est important de comprendre que votre niveau de performance en cybersécurité dépendra de l'environnement dans lequel vous faites vos travaux en cybersécurité. C'est très important. Ici, nous avons par exemple un environnement qui est sécurisé, où on peut réaliser aussi des tests d'intrusion en fonction de la politique de sécurité qui est implémentée. Bien sûr, on peut commencer de manière basique et on évolue de manière progressive. Mais dans la plupart des programmes que nous voyons, nous avons ici généralement des infrastructures qui sont regroupées dans du LAN et vous devez donc faire vos tests. Mais ce qu'on ne dit pas généralement, c'est quoi? C'est que dans ces infrastructures-là, on oublie un aspect, c'est le côté sécurité. Parce que lorsque nous faisons dans la cybersécurité et lorsque nous voulons faire des tests, il faut généralement savoir que vous pouvez quitter d'attaquant et vous devenez la proie. Simplement parce que vous êtes tombé dans une infrastructure sécurisée qui vous a identifié simplement lorsque vous voulez faire une reconnaissance des scans, par exemple une reconnaissance active, et on vous identifie, on vous blacklist et c'est vous qui devenez maintenant la proie. Et c'est ce qu'on va voir dans la pratique ici. Déjà, ce que nous devons savoir, qui est très important ici à connaître, c'est que la force d'une attaque repose à 60-65% de la puissance de la reconnaissance et de l'analyse des vulnérabilités. L'exploitation, je veux dire, le côté exploitation ne représente pas beaucoup parce que là-bas, c'est juste une conséquence. Mais les aspects les plus importants ici sont les aspects qui reposent sur la reconnaissance.
Dans nos programmes, nous allons aborder de manière approfondie ces notions-là. Déjà, nous voyons dans cette architecture, nous avons une architecture qui est assez intéressante ici. Nous avons là une zone qui est protégée par un pare-feu, et nous avons également aussi une autre zone là, et ce pare-feu passe directement par un routeur qui sort sur Internet, et toute l'infrastructure est connectée à Internet. Déjà, pour réaliser cette architecture, c'est là nous vous invitons, n'est-ce pas, à suivre nos vidéos, notamment la vidéo sur le port forwarding et sur l'installation des systèmes IDS et IPS SNOT, ou bien Suricat si vous voulez. Mais vous pourrez également aussi trouver pas mal de tutoriels sur Internet qui traitent le sujet. Donc, vous devez regarder comment déployer l'infrastructure et ici comment déployer les systèmes de détection d'intrusion. Donc, si on revient dans notre architecture, ici, nous pouvons voir que la seule chose, c'est que nous avons simplement ajouté un routeur, on a configuré les différentes zones, on a fait en sorte que ça puisse sortir et activer le routage. Donc, c'est un élément que, normalement, il peut être réalisé de manière très simple. Bon, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons dans notre attaquant là, et nous avons, dans la plupart des cas, ce que nous voyons dans les programmes en cybersécurité, un serveur qui se trouve dans le même réseau et que nous devons lancer par exemple un scan avec Nmap pour afficher les services, les ports et autres. Et dans la plupart des cas, ce qu'on ne dit pas beaucoup ici, c'est que il peut arriver que vous tombez dans des systèmes sécurisés où vous devez, n'est-ce pas, utiliser des techniques avancées pour pouvoir contourner ces dispositifs de sécurité-là, que j'ai appelés ici les systèmes IDS et IPS, qui vont vous détecter, qui vont vous bloquer et qui vont empêcher que vous puissiez réaliser quoi que ce soit au niveau de l'infrastructure. On va d'abord revenir ici. Vous voyez que là, nous avons Ubuntu et ici, nous avons Ubuntu Server dans sa dernière version actuelle, la 24.04. Et nous avons ici Ubuntu Server 2024.04 toujours. Et là, on va d'abord revenir on va venir ici dans cette architecture-ci. Donc, si on revient dans cette architecture, qu'est-ce qu'on va constater ici? Déjà, là, je suis au niveau de... Ici, cette machine-ci, là, c'est elle ici, en fait. C'est elle, c'est le réseau local. Et ici, nous avons créé une zone. Et ici, donc, nous avons donc installé dans notre pare-feu SNOT ou bien Suricat, que vous pourriez également aussi configurer, tel que nous l'avons mentionné précédemment à partir de nos vidéos. Et ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous allons d'abord lancer un scan au niveau du réseau local et vous allez voir ici le résultat qui va en couler. Donc ici, on peut voir que nous avons notre serveur ici qui tourne sur le 192.168.200.128 qui est en fait ce serveur-ci, qui est en fait celui-ci qui tourne sur le 192.168.200.128. Voilà. Nous avons donc cette machine-ci qui tourne ici. Et c'est elle qu'on va simplement lancer une reconnaissance avec Nmap, par exemple. Donc, on va revenir ici, au niveau de l'attaquant là. Et on va lancer simplement une simple reconnaissance TCP avec l'adresse telle qu'on peut le voir. Généralement, dans les programmes que nous voyons, on affiche des services et nous sommes contents, n'est-ce pas, parce que ça marche. Lorsque nous tapons, on va saisir le mot de passe. Et ici, on peut voir qu'on affiche, on récupère les services qui sont disponibles ici, les ports, les numéros les numéros de port ici, le protocole TCP, et ainsi que les services. N'est-ce pas? Et bien sûr, on peut encore aller loin, c'est-à-dire qu'on met par exemple le tiret pour essayer d'afficher par exemple je crois que là j'ai fait une erreur, mais pour afficher également aussi tout ce qui est
un système d'exploitation qui tourne derrière, ainsi que les versions des services. Vous voyez que là, c'est très facile. On a l'impression que ça marche. Bien. Pas qu'on a l'impression, ça marche. Très bien. Mais que se passerait-il donc alors si nous faisons ce même test dans un environnement qui est sécurisé? Et cette fois-ci que nous allons voir ici. Donc, si nous revenons très rapidement dans notre architecture ici, on va maintenant tester cette machine-ci. Et on va voir la réponse qui se passe. Vous voyez que ce qui se passe là, par exemple, lorsque je reviens ici, ici, on a les résultats. On peut voir que nous avons même les versions qui sont utilisées là. On a plusieurs éléments. Là, ça marche bien. OK. Maintenant, que se passerait-il si nous essayons donc cette fois-ci de lancer cette même reconnaissance, mais depuis maintenant un réseau à distance. Là, je suis depuis Internet vers un réseau, ici, vers une machine qui est directement connectée et qui a un dispositif de sécurité ici, tel que nous l'avons vu là, ici. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va lancer le scan. On va lancer simplement le scan ici. Et là, bien sûr, nous avons fait un port forwarding parce qu'il faut comprendre au niveau de l'architecture. Et ça, il faut revenir au niveau de la vidéo. Donc, le port forwarding qui va récupérer en fait et qui va mapper l'adresse à cette adresse. Donc, en réalité, en saisissant, je vais dire l'adresse one au niveau de l'interface, là, c'est cette adresse-ci que je vais directement contacter. Donc, du coup, je reviens donc ici, au niveau du test là. Je vais lancer le scan. Et ici, qu'est-ce qu'on regarde? On voit ici que nous n'avons aucun résultat. Nous n'avons aucun résultat simplement parce que ici, il y a un système de détection d'intrusion qui a été configuré, puissant, qui a été configuré de telle manière que lorsque vous allez essayer de lancer une reconnaissance, vous serez bloqué et vous serez identifié tel on pourra le voir ici. Donc, si nous venons déjà au niveau des services là, on peut regarder par exemple, on vient au niveau des alertes, on peut voir que notre adresse IP a été identifiée et on a essayé de lancer une reconnaissance à cette adresse-ci. OK, qui renvoie et on peut voir donc que nous avons été bloqués. Et en fait, il y a eu des alertes. Et plus encore, ici, on peut voir que nous avons été bloqués. Notre adresse IP a été simplement bloquée. Vous voyez que donc, du coup, il y a des actions qu'on ne peut plus réaliser. Et ça, généralement, ce sont des choses qu'on ne parle pas beaucoup dans certains programmes. Donc, ce sont des choses des subtilités qu'il faut comprendre que lorsqu'on travaille dans des environnements qui sont très je vais dire facile à réaliser, on peut se rendre compte que voilà, on fait de grandes choses. Mais en réalité ici, il n'en est rien de tout ça. Simplement parce que vous travaillez toujours dans des environnements confortables où il n'y a pas un minimum de sécurité. Et là, on peut voir que notre adresse IP a été blacklistée. Et c'est comme ça que ça se passe généralement que ce soit dans des sites ou bien des serveurs sécurisés. Il y a toute une batterie de sécurité qui est là. Et le plus important alors dans tout ça, c'est de voir comment réaliser dans ces infrastructures-là, tel qu'on peut le voir ici. Donc, ici, nous sommes arrivés au bout de notre vidéo. Donc, il était donc question pour nous de vous présenter en fait ce qu'on ne vous dit pas beaucoup. Lorsque vous faites par exemple des tests d'intrusion. Et c'est la même chose que ce soit dans l'exploitation. C'est-à-dire que on se retrouve où vous travaillez généralement dans les environnements comme ceux-ci, où vous devez faire des scans qui marchent et vous avez l'impression que tout est facile. Mais à la fin, vous vous rendez compte que lorsque vous travaillez déjà dans des environnements sécurisés, ce n'est plus du tout la même chose. Vous êtes obligé de pousser plus loin pour avoir un résultat. Donc, nous vous disons merci et, n'est-ce pas, à la prochaine vidéo dans Acacia Cybersec.